Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le haut commandant de la gendarmerie nationale était à Tanene avec les cadres qui l'accompagnent. Général Bala Samoura s'est rendu au nouveau poste de péage et pesage construit dans la localité. Une autre vision du chef de l'État qui se matérialise. Nous serons ce soir dans les communes rurales de Benti et Kakosa dans la préfecture de Forikaria. Le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove se met en place. 2000 hectares sont aménagés pour la maîtrise de l'eau. On fera le point avec Fodé Camara. Et puis c'est la renaissance et le triomphe pour le ballet national Djoliba. Le groupe vient de participer au Festival international du Bénin. 5 prestations pour réaffirmer l'excellence de la culture guinéenne. Les artistes sont de retour au Bercail. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une série de décrets. Décret D2025-0025 PRG CNRD SGG portant nomination des chefs de cabinet des départements ministériels. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de chef de cabinet des départements ministériels ci-après. 1. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Maître Billy Keita, avocat. 2. Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur François Gono Condé. 3. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Kemo Oulare, contrôleur général de police. 4. Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Madame Mariama Bailo Bari, précédemment chargée de programme coopération à l'ambassade de Belgique, Conakry. 5. Ministère de l'économie et des finances. Madame Fatoumata Binta Bari, précédemment chef de cabinet au ministère des Transports. 6. Ministère du Budget. Madame Nana Youssef Teninke Diaré, précédemment chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. 7. Ministère de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Dia Baldé, docteur en sciences agronomiques, précédemment directeur exécutif de la Banque islamique de développement BID pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. 8. Ministère du Plan et de la Coopération internationale. Madame Fatoumata Touré, précédemment directrice générale d'Invesco Advisory Service. 9. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Monsieur Sanfan Mohamed Sissé, précédemment chef de cabinet au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. 10. Ministère du Travail et de la Fonction publique. Madame Ramatoulaye Kamara. 11. Ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Madame Nima Ba. 12. Ministère des Mines et de la Géologie, Madame Aminata Bangoura, précédemment directrice nationale des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. 13. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Professeur Fanta Touré, précédemment conseillère chargée des questions d'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. 14. Ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Monsieur Bamba Oliano, précédemment secrétaire général au ministère des Postes,
des télécommunications et de l'économie numérique. 15. Ministère des Transports, Madame Fatoumata Bangoura, précédemment chef de cabinet au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 16. Ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Abdoulaye Bella Diallo, précédemment directeur général du Bureau de stratégie et de développement au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. 17. Ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Monsieur Sakosa Touré, précédemment conseiller technique chargé des infrastructures et des travaux publics au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. 18. Ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Monsieur Abbas Kamara, précédemment chef de cabinet au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. 19. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Monsieur Mfali Silla. 20. Ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Fatoumata Binta Diallo, précédemment directrice de communication et relations extérieures à l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en Suitaine. 21. Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Monsieur Mohamed Lamine Bangoura. 22. Ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Monsieur Alpha Saliou Kourouma. 23. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Pépé Bilivogui. 24. Ministère de l'Information et de la Communication, Madame Adèle Camara. 25. Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Tierno Amidou Ba, précédemment chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. 26. Ministère de la Jeunesse et des Sports, Madame Mahawa Kamara, précédemment chef de cabinet au ministère du Budget. 27. Secrétariat général du gouvernement, Monsieur Ali Traoré, précédemment chef de cabinet au ministère de l'Environnement et du Développement durable. 28. Secrétariat général des affaires religieuses, Dr Jean-Édouard Sagnou. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0026, PRG CNRD SGG, portant nomination au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Inspecteur général du Plan et de la Coopération internationale, Monsieur Mamadou Saïdou Diallo, précédemment directeur national de la coopération internationale. 2. Inspecteur général adjoint du Plan et de la Coopération internationale, Monsieur Mamadou Dramé, précédemment directeur général adjoint du Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne. 3. Directeur national du Plan, Dr Hassan Diallo. 4. Directeur national adjoint du Plan,
Monsieur Patrice Kamano, précédemment chef de division à la Direction nationale du plan. 5. Directeur national de la population et du développement, Monsieur Abdoulaye Sano. 6. Directeur national adjoint de la population et du développement, Monsieur Nyanama Moussa Keita, économiste. 7. Directeur national de la coopération internationale, Dr Arafan Traoré, spécialiste en analyse des données et en relations internationales. 8. Directrice nationale adjointe de la coopération internationale, Madame Husseinatou Ba, précédemment directrice adjointe de la promotion des investissements à l'Agence de promotion des investissements privés à PIP Guinée. 9. Directeur national des organisations internationales, Monsieur Alfadio Idrissa Han. 10. Directrice nationale adjointe des organisations internationales, Madame Fatoumata Fatim Kaba, consultante, spécialiste de projet Banque mondiale. 11. Directeur général de la coordination et du suivi des aides, Monsieur Mohamed Lamine Kamara, précédemment directeur général adjoint de la coordination et du suivi des aides. 12. Directeur général adjoint de la coordination et du suivi des aides, Monsieur Ousmane Tunkara, trésorier pays d'Access Bank Guinée. 13. Directrice générale du bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, Madame Sona Baro, précédemment directrice générale de l'Agence guinéenne de coopération technique. 14. Directrice générale adjointe du bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, Madame Kadiatou Diallo, experte en gouvernance territoriale participative, décentralisation et en développement local. 15. Directeur général de l'Institut national de la statistique, Monsieur Makan Doumbouya. 16. Directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique, Monsieur Mamadou Kamara. 17. Directeur général du Fonds de développement économique et social, Monsieur Mamadou Bobo Diallo. 18. Directeur général adjoint du Fonds de développement économique et social, Monsieur Mohamed Komara, architecte. 19. Directeur général du bureau technique d'appui à la programmation, Monsieur Aboubakar Fofana, précédemment directeur général par intérim du bureau technique d'appui à la programmation. 20. Directeur général adjoint du bureau technique d'appui à la programmation, Monsieur Vivien Loua, informaticien. 21. Directrice générale de l'Agence guinéenne de coopération technique, Madame Maniamba Kandé, précédemment directrice générale du bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne. 22. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne de coopération technique, Monsieur Karamo Kaba, précédemment assistant technique à la primature. 23. Directeur général de l'Observatoire national du développement de la République de Guinée, Monsieur Hamidou Diallo, précédemment directeur national adjoint du plan. 24. Directeur général adjoint de l'Observatoire national du développement de la République de Guinée, Monsieur Aboubakar Bangoura, précédemment assistant technique à la primature. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry, le 6 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0027 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directrice générale de l'Agence autonome d'assistance aux entreprises, Madame Diané Camara, précédemment directrice générale adjointe de l'Agence autonome d'assistance aux entreprises. 2. Directeur général adjoint de l'Agence autonome d'assistance aux entreprises, Monsieur Mamadou Diawo Diallo, précédemment directeur national adjoint à la Direction nationale des PME et du contenu local. 3. Directeur national adjoint des PME et du contenu local, Monsieur Seydouba Kamara, matricule 237 812 R, précédemment chef de division contenu local à la Direction nationale des PME et du contenu local. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, au cours de la conférence de presse qu'il a animée hier à Conakry, le Premier ministre, chef de gouvernement, a abordé, vous le savez, plusieurs sujets liés à l'actualité nationale. Des secteurs comme l'énergie, les sports ou encore l'urbanisme ont ponctué les débats. Amadou Ouriba a également rappelé que sa prise de fonction s'est faite dans un contexte difficile, marqué par l'explosion d'un dépôt de carburant qui a lourdement impacté l'économie et les ménages. Hadi Kamara. Le Premier ministre face à la presse, une occasion pour le chef de gouvernement de rappeler qu'il va servir la Guinée sous le leadership du général Mamadi Doumbouya afin de donner corps à sa vision. Cela étant, Amadou Ouriba évoque ici la problématique liée à l'électricité en Guinée. Nous ambitionnons de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, que la Guinée sorte définitivement du déficit énergétique et au contraire être un pays en capacité d'exporter de l'énergie. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de manière plus structurée pour qu'il ait largement le temps de développer ce qui est fait. Et ce que nous allons faire au bout de l'année, les gens se rendront compte que ce qui va être fait en moins de 18 mois sera nettement au-delà de ce qui a été fait dans le secteur de l'énergie depuis l'indépendance. Nous allons faire en sorte d'avoir 1 giga au moins supplémentaire en ce qui concerne la question énergétique. Et je dois, pour ceux qui ne le savent pas, pour la première fois de l'existence de EDG, le mois dernier, ils ont atteint un niveau de collecte, disons, des paiements qui n'avaient jamais été atteints depuis que EDG est EDG. Donc, les réformes vont se poursuivre et nous allons les encourager. Les compteurs prépayés, les compteurs totalisateurs et la gouvernance de EDG. Le Premier ministre, en répondant aux questions relatives à la promotion de nos langues nationales, réaffirme sa volonté d'intégrer cet aspect dans la communication gouvernementale en vue de véhiculer avec professionnalisme les messages constructifs et fédérateurs. L'effort que nous sommes en train de faire pour que l'ensemble de nos compatriotes puissent accéder à l'information à travers les langues de leur choix, nous allons développer ça. Et vous savez que la primature a une publication en malinké de bonne facture et une publication en poulard qui est très représentatif. Et j'ai informé la cellule de communication
que dans les prochains jours, il y aura 2 personnes qui vont s'ajouter à l'équipe pour utiliser nos langues nationales. Et dans les spots, dans les vidéos, l'utilisation de la langue, comme le président de la République l'a demandé lors du dernier Conseil des ministres, il faut que nos médias utilisent les langues, permettent à la population d'être mieux informée à travers des langues qu'ils comprennent pour ne pas utiliser une langue qu'ils interprètent mal et ou bien qu'ils ne comprennent pas du tout. C'est un effort que la presse doit faire pour encourager la compréhension par nos compatriotes, disons, de ce qui est en train d'être fait, de ce qui se dit pour être des citoyens tout à fait informés. Et vous savez que l'information aujourd'hui, c'est comme par le passé, c'est à travers cela qu'on déstabilise, qu'on désinforme. Et nous n'allons pas nous laisser faire pour ne pas mettre, disons, notre population dans une situation où ils peuvent être instrumentalisés. En matière des pratiques sportives en Guinée, le Premier ministre rappelle que le chef de l'État envisage des dispositions allant dans le sens de la réhabilitation et la modernisation des infrastructures. Si vous vous souvenez, j'étais allé voir le ministère des Sports pour leur poser la question, où est-ce qu'on en est avec les 2 stades, Nongo et 28 septembre? Parce que pour la République de Guinée, ce n'est pas admissible que dans la durée que nous soyons obligés de jouer les matchs qui devraient se tenir en République de Guinée à l'étranger. Et je suis certain que cela a impacté négativement les scores et les résultats de l'équipe nationale. Dans les prochains jours, le ministère des Sports aura à faire une communication pour situer tous les fonds du sport de manière générale sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans ce domaine. Le sport fait partie de la priorité parce que le sport est une partie intégrante du développement du capital humain. Et de ce point de vue, nous avons des lacunes. Nous avons une gestion, une gouvernance. Regardez nos quartiers, les centres, les espaces qui étaient dévolus pour que les enfants puissent avoir des terrains de jeu. Où sont ces terrains? C'est vendu. Donc, pour recréer un environnement global où le sport pourrait se développer, il va de soi qu'il faut encore faire des efforts. Et qui a décidé de vendre les terrains? Est-ce que c'est une décision individuelle ou est-ce que c'est une corruption élargie au sein de la société qu'il faut combattre? L'État peut être défaillant, la société, à partir de ce moment-là, doit être un contre-pouvoir pour ne pas que ses intérêts spécifiques soient lésés. Le ministre de l'Urbanisme est là. Il sait aujourd'hui quelles sont les difficultés que nous avons pour satisfaire les besoins de construction d'écoles dans l'agglomération de Conakry. Donc, vous voyez, lorsqu'on dira il faut qu'on ait un terrain pour construire une école, ça peut se justifier, les populations peuvent accepter, mais lorsqu'on dira il faut déguerpir des gens pour avoir un espace de loisirs pour les jeunes, je pense que le sentiment pourrait être autre en disant pourquoi déguerpir des gens, les mettre dans la rue pour que des jeunes gens viennent s'amuser. Donc c'est pour vous dire que le combat est global. Nous avons à corriger, à rectifier une longue mauvaise gouvernance qui avait abandonné les sentiers essentiels d'un gouvernement responsable. Malheureusement, en peu de temps, il nous est impossible de corriger tout cela, mais avec l'aide de Dieu, vaille que vaille, nous y parviendrons. Avant de terminer, Amadou Ouriba réaffirme sa profonde gratitude
au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en lui. Il lui renouvelle son engagement et sa loyauté à servir sur la base de ses orientations la Guinée dans un esprit républicain. Et pendant ce temps, le ministère du Travail et de la Fonction publique a mis un accent particulier sur la prévention des risques professionnels en milieu de travail. À travers l'Institut national de formation et de perfectionnement, 20 auditeurs ont entamé une formation certifiante de 3 mois. Ils vont se familiariser avec des règles techniques en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Mamadi Ternaka Misoko. Assurer un environnement sûr de travail est gage de productivité. C'est ce que le ministère du Travail et de la Fonction publique a compris en misant sur la prévention des risques professionnels. 20 nouveaux auditeurs issus des services publics et privés sont réunis autour des questions d'hygiène, de santé et sécurité. Pendant 3 mois, ils vont apprendre les règles techniques fondamentales de protection de leur environnement et d'interaction avec les communautés locales. C'est une manière de sauver des personnes et vraiment contribuer à ce que les gens ne font pas des accidents de travail. Et aussi, il est très important que nous ici présents venons sains et saufs au travail et nous repartons à la maison sains et saufs. Nous avons mis en place depuis l'année 2024 un curriculum de formation en santé et sécurité sur 3 niveaux que nous avons pu tester l'année passée et nous sommes passés avec l'autorisation bien sûr de l'INFP et du service de santé au travail. Donc nous avons 20 personnes qui se sont inscrits à ces formations. Donc là, nous attendons à ce que ceux-ci soient tous admis après les évaluations de la formation avec une quinzaine de formateurs que nous allons déployer durant les 3 mois de formation. Ce groupe constitue la 2e cohorte d'auditeurs. La session découle de la collaboration entre le cabinet HASEC, l'INFP et le Service national de santé au travail. Dans un monde en perpétuelle et constante évolution, où les risques professionnels sont omniprésents, il est impératif de doter nos cadres et agents des connaissances et compétences nécessaires pour assurer un environnement de travail sûr, sain et productif. Au moins 35 modules seront validés par ces auditeurs avant leur certification. Ils pourront ainsi rejoindre le noyau de spécialistes en hygiène, santé et sécurité en milieu du travail en Guinée. Merci à Mamadi Ternaka Misoko. Et puis, c'est un sujet qui vient de nous parvenir. C'est une nouvelle étape importante qui vient d'être engagée dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Les activités du panel d'experts chargés d'analyser et de qualifier l'avant-projet de la nouvelle constitution ont été lancées ce jeudi à Conakry. Des explications avec Ablé Diallo. La mise en place de ce comité d'experts chargé de la relecture de l'avant-projet de nouvelle constitution s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République à l'occasion de son adresse à la nation en décembre dernier. Ce panel d'experts nationaux est composé d'éminentes personnalités issues de divers horizons académiques et institutionnels. Ces personnalités sont choisies en fonction de leur intégrité, leur expertise et leur expérience professionnelle. Sous la vision éclairée du président de la République, le président Mamadi Doumbouya, nos conseillers nationaux ont parcouru notre vaste territoire pour recueillir les opinions et les souhaits de notre peuple. Ils ont écouté, absorbé et surtout compris les aspirations les plus profondes de nos concitoyens. Cette démarche, en parfaite adéquation avec la vision du président, vise à doter notre pays d'une constitution non seulement qui nous ressemble, mais aussi qui nous rassemble. Je tiens à rendre hommage à l'ensemble des conseillers nationaux et à tous les acteurs qui ont investi temps et énergie dans ce travail colossal. Votre engagement et votre dévouement envers notre nation sont à saluer et méritent notre plus grande reconnaissance. Vous avez fait preuve d'une détermination remarquable, d'une volonté inébranlable de forger un avenir meilleur pour notre Guinée. Cette cérémonie marque une étape décisive
et stratégique du processus constitutionnel engagé par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. L'histoire récente de notre pays a démontré que l'élaboration d'une constitution ne peut se limiter à une simple formalité juridique ou institutionnelle. Trop souvent, les textes fondamentaux de notre République ont été élaborés sans une adhésion véritable du peuple, ce qui a conduit à maintes reprises à des crises de légitimité et d'instabilité. Là, nous faisons face à un exercice inédit, inclusif et participatif. Ce projet constitutionnel diffère profondément des précédents car il est le fruit d'un effort collectif sans précédent où toutes les couches sociales et forces vives de la nation ont été consultées. Pour Dr Dansa Kourouma, la composition de ce panel d'experts nationaux relève de la volonté du président de la République. Elle vise à mettre en valeur les compétences et les expériences des experts guinéens pour la consolidation de cet avant-projet de constitution. La constitution n'est pas qu'un problème de régulation des relations entre les entités politiques et entre les institutions. C'est aussi elle qui garantit les relations entre les citoyens, les institutions, les relations entre les pouvoirs et l'équilibre entre les pouvoirs. C'est aussi le creuset de toutes les garanties en matière de droits et libertés fondamentaux. C'est pourquoi nous avons pensé également à ceux qui ont des connaissances en matière de finances publiques, parce que la Constitution régule naturellement la gestion des finances publiques dans un pays à travers les dispositions pertinentes qui touchent la politique budgétaire, tout ce qui est l'élaboration, la soumission et l'adoption, mais aussi le contrôle de l'application de la loi des finances. C'est pourquoi nous avons dans cette salle également M. Amadou Silla, ancien directeur général du budget, ancien directeur général du Trésor. Toutes ces connaissances-là permettront de regarder les mécanismes qu'on a mis en place pour assurer un processus budgétaire transparent qui prend en compte les connaissances les plus récentes en matière de gestion des finances publiques. On ne s'est pas arrêté là. La Constitution exige aussi une connaissance approfondie des textes juridiques. Les magistrats qui sont les praticiens du droit, ceux qui ont la charge d'interpréter nos textes juridiques, nous avons pensé à ceux parmi eux qui ont des connaissances réelles à la matière. C'est pourquoi vous avez un ancien président, premier président de la Cour suprême, qui n'est pas présenté. Monsieur Mamadou Silla, tout le monde connaît sa rigueur, son intégrité. Et c'est une façon aussi de lui rendre hommage pour tous les services qu'il a rendus à ce pays. Le président de la République était clair. Il a dit un panel d'experts nationaux. C'est les experts guinéens qui connaissent les réalités de la Guinée qui vont travailler sur cette constitution. Après les travaux de ce comité d'experts, l'avant-projet de la nouvelle constitution sera adopté à nouveau en plénière par les conseillers nationaux avant sa soumission au référendum. Dans l'actualité encore, je le disais tout à l'heure au sommaire, le haut commandant de la gendarmerie nationale en compagnie de plusieurs officiers et des responsables du fonds d'entretien routier était à Tanene. Général Bala Samoura est allé s'imprégner du dispositif du nouveau poste de péage et pesage implanté sur place. L'occasion pour lui de témoigner toute sa fierté face à cette réalisation qui rime avec la vision du chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya. Moussa Komara. Doté des systèmes de détection de dernière génération, de 8 voies dont 4 sens, des capteurs, des barres intelligentes, le poste de péage et de paysage de Tanene accueille le haut commandement de la gendarmerie nationale. Général Bala Samoura, en compagnie du directeur général du fonds d'entretien routier, va apporter son expertise sur la sécurisation de ces sites, qui est une première en Guinée. Le décret d'application de la loi qui institue le péage et paysage en République de Guinée exige à ce que le site soit sécurisé par le haut commandement de la gendarmerie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que nous sommes là sur le terrain avec le général Bala Samoura pour non seulement reconnaître le site, mais aussi regarder les voies et moyens
comment sécuriser le poste de PA et pesage. Devant l'équipe du général Bala Samoura, des simulations sont effectuées sur tout le dispositif. À l'en croire, il faut des gendarmes spécialisés en sécurité routière, en intervention rapide et en régulation. Il est important que nous anticipions sur notre rôle. Et le DG il a favorisé cette visite ce matin, on est ici. Et vous avez constaté, on a fait la reconnaissance, on a fait des simulations, les questions qui ont été posées, les notes ont été prises et on va retourner, procéder à la sélection du personnel, à leur formation, pour que dans l'avenir, dès que le poste il va être rendu opérationnel, que le personnel qui y travaillera puisse travailler dans un environnement sécurisé, sans aucun souci de sécurité, et que les agents qui soient placés ici, ce ne soient pas des amateurs, et qui seront anticipés, surtout ça va être le sacerdoce pour eux. Je ne veux pas de répression ici, je veux de l'anticipation. Je ne veux pas entendre qu'il y ait un incident ici, c'est pour cela que les efforts sérieux vont être déployés pour leur sélection, leur entraînement et leur équipement. À ce poste de péage et de paysage de Tanene, des toilettes publiques sont réalisées, des bureaux créés pour des agents de la sécurité et pour le contrôle de la plateforme. Une route de 7 km avec un pont unique de 126 mètres est aussi construite pour fluidifier la circulation. 57 agents ont bouclé leur formation sur la manipulation des machines et la gestion de tout le système. Le travail va se faire en rotation puisque le poste va tourner en 24 heures. On sera obligé de faire par équipe. Il y aura 3 équipes. Une première équipe qui va travailler de 6 h du matin à 16 h, une deuxième équipe de 16 h à 22 h et une troisième équipe de 22 h à 6 h du matin. Cette révolution dans la circulation routière est le fruit d'un partenariat public-privé. Le Fonds d'entretien routier, initiateur de cet ambitieux projet, espère augmenter sa recette pour élargir son intervention sur le réseau routier guinéen. Et puis Farana est la deuxième étape de la tournée du directeur général de la police nationale. Le général de division Djeneba Souri Kamara veut s'assurer de la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a rencontré les agents afin de discuter des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Colonel Morikaba. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les unités de police à l'intérieur du pays, le général de division Djeneba Souri Kamara s'est rendu à Farana. Il a été accueilli par les forces de l'ordre déployées dans la région. Au cours de cette étape, l'accent a été mis sur l'identification des besoins des agents chargés d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Depuis sa nomination à la direction générale de la police nationale, toutes les promesses tenues ont été réalisées par monsieur le directeur général de la police nationale. Nous avons encore l'espoir qu'il est à la hauteur de répondre à notre appel. Nous sommes vraiment rassurés qu'il va atteindre son objectif. Face à ses compagnons d'armes, le directeur général de la police nationale a rappelé l'objectif de sa mission: comprendre les réalités du terrain et renforcer les dispositifs sécuritaires. C'est dans cette dynamique que le directeur général et sa délégation se sont rendus jusqu'à la frontière guinéo-léonaise de Hermakono, un point stratégique pour la sécurité transfrontalière. Bon, présentement, nous sommes dans le problème de proposition. D'abord, ça manque de logement. On avait des motos ici aussi, sont fatigués. Les personnes aussi, nous sommes 4 personnes ici. Mon directeur général voulait qu'il m'aide à voir mon besoin, l'affaire de logement ici. Je suis venu pour vraiment voir la réalité sur le terrain et voir comment la police vit. Et honnêtement, malgré que le coin est isolé, mais les agents sont tous en place et cela m'a conforté de plus. Je crois qu'il faut augmenter l'effectif et puis voir comment ils peuvent être même pris en charge en alimentation parce que c'est très loin de Hermakono. C'est à 55 km de Farana, 7 km de Hermakono. Et la route est impraticable. Mon message est que je leur demande de prendre le courage et que la défense de la patrie
Il faut être un grand patriote et il faut assumer sa responsabilité, tel que soit le prix à payer. Au retour à Conakry, le général de division Guéné Bassori Camara promet de remédier à ce problème pour que la frontière guinéenne soit bien contrôlée. Au même moment, l'Agence guinéenne de la sécurité routière multiplie les initiatives pour prévenir les accidents de circulation. Des équipements et panneaux de signalisation sont réceptionnés ici à Conakry, un geste qui galvanise les acteurs des transports et ceux de la police routière. Mounir Bari. En Guinée, le constat révèle que le réseau routier enregistre un manque criard de panneaux de signalisation du code de la route. Pour corriger le déficit, l'Agence guinéenne de la sécurité routière réceptionne un important lot de panneaux de signalisation. Ces panneaux de signalisation installés seront sur l'ensemble du réseau routier guinéen en vue de minimiser les risques d'accident de la circulation. Nous sommes à la réception définitive des panneaux de signalisation implantés par l'Agence guinéenne de la sécurité routière dans le couloir de la SIG Madina Dixine Terrasse. Et comme vous le savez, après le déguerpissement du couloir, l'Agence guinéenne de la sécurité routière a jugé nécessaire de mettre les panneaux dans ce couloir. Les opérations d'installation de ces panneaux de signalisation toucheront pour la phase pilote du projet les quartiers Sigmadina et Dixine. Nous sommes très contents. Ça là va réduire un peu les difficultés que les gens rencontrent sur le terrain. Parce que depuis cette route a été construite, il n'y a jamais eu un panneau. Et que le signalement vertical et le signalement horizontal, ça doit parler. Tout ça rentre dans la réduction du taux d'accident sur la circulation. Et ça aussi rentre dans le cadre de la fuite de la circulation. On a fait un mot de sensibilisation. Maintenant, nous allons rentrer en action. Ils ont raison de mettre ce panneau. Nombreux sont des personnes victimes du sens interdit. Donc, nous autres conducteurs de véhicules et de motos acceptons désormais d'utiliser le sens normal. On sait combien de fois les agents de sécurité routière font pour épargner le danger. Les commerçants aussi n'ont qu'à libérer les voies publiques. Cet accompagnement du gouvernement guinéen à l'endroit des structures impliquées dans le processus vise à prévenir et à réduire le phénomène sur la route. Une série d'activités de sensibilisation et d'information sera enclenchée dans les prochains mois sur le terrain. Dans l'actualité également, les autorités s'intéressent particulièrement au contenu des programmes diffusés par les médias à l'intérieur du pays et c'est justement pour assurer une meilleure régulation, pour maintenir la paix et la cohésion sociale que les centres de monitoring seront construits dans les régions administratives du pays. Le coup d'envoi des travaux de ces structures de veille et de contrôle des médias est donné à Mamou et à Kindia. Amadou Touré. Pose de la première pierre du centre régional de monitoring de la haute autorité de la communication HAC pour la région administrative de Mamou. Une initiative du gouvernement guinéen visant à veiller au bon fonctionnement du travail des journalistes. Dans un délai de 12 mois, un édifice répondant à cette architecture sera bâti ici à Serré, localité de la commune urbaine de Mamou, située à 7 km du centre-ville. Un grand bâtiment de 8 bureaux, une salle de réunion et le bureau du président. 6 cabines de toilettes internes et 3 cabines de toilettes externes, une guérite, un abri-groupe et la clôture entière. Nous avons l'opportunité de poser les bases d'une communication qui favorise le dialogue, le respect des diversités et la cohésion sociale. Tout comme Mamou, la région de Kindia aura bientôt son centre régional de monitoring. Il sera réalisé ici à Sabouya, localité de Frigiagbe. Chaque fois que tu te rends dans une préfecture, dans une région, ce sont des chantiers. Il faut laisser ces traces. Quand on occupe un poste, on laisse les traces. Ça va être dit après toi. Je voudrais saluer le leadership du chef de l'État. Il y a des journalistes qui veulent construire, il y en a d'autres qui veulent détruire. Et notre rôle, c'est d'assainir le secteur de la presse, c'est de contrôler les contenus des médias.
Et la maison que nous allons construire ici servira justement à contrôler les médias. En marge de ces travaux, le président de la Haute Autorité de la Communication HAC a dans toutes les localités sillonnées rendu visite à la notabilité comme ici à Mamou, tout comme à Kindia où le grand imam de la mosquée de la ville Carrefour et le Kunti Gigbe de la Basse-Guinée ont formulé des bénédictions pour le président de la République et le renforcement de la paix en Guinée. Le comité technique ad hoc de suivi pour la mise en œuvre du programme Simandou 2040 était en conclave avec les différents acteurs de la chaîne. La démarche vise à sensibiliser ces acteurs sur la nécessité d'accorder une diligence dans le traitement des dossiers avec mention programme Simandou 2040. Mamadi Gassama. En application de la lettre du ministre de l'Économie et des Finances relative au suivi de la mise en œuvre des projets Simandou 2040, le comité technique ad hoc tient sa toute première rencontre. Il s'agit d'échanger avec les différents acteurs de la chaîne sur les modalités de suivi et procédures d'exécution des 28 projets pilotes recensés au titre de l'exercice 2025. Aujourd'hui, il était important pour nous de nous retrouver avec l'ensemble des acteurs qui travaillent dans la chaîne d'exécution des projets et programmes Simandou 2040 pour les sensibiliser sur toute la diligence et la célérité qui doit être de mise dans l'exécution des programmes et projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme Simandou 2040. Et il était aussi question de sensibiliser les uns et les autres sur la responsabilité qui est la leur pour assurer avec efficacité et efficience les responsabilités dans le cadre de l'exécution de ces projets-là. Une présentation des critères du programme et budget d'investissement a été faite à cet effet. L'idée est de porter à l'attention des acteurs la nécessité d'accorder un traitement diligent au dossier avec mention projet Simandou 2040. Plusieurs dispositions sont déjà prises au niveau de la direction des investissements. Ces projets sont classés comme projets hautement prioritaires, effectivement. Ils sont tous en cours d'exécution. Et une mention spéciale au niveau du système intégré de gestion a été observée pour tous ces projets. Au niveau du ministère du Budget également, la chaîne de dépenses, tous les bordereaux qui sont issus de ces projets seront mentionnés PS 2040. Ça veut dire qu'une fois que ce dossier arrive dans un circuit administratif, on doit faire en sorte que ces dossiers ne prennent pas assez de temps dans le processus de traitement au niveau sectoriel. Le programme Simandou 2040 se veut un programme qui s'identifie aux préoccupations des populations guinéennes avec pour objectif l'amélioration de leurs conditions de vie. La modernisation de l'administration fiscale se poursuit avec une nouvelle dynamique. Les cadres de la Direction générale des impôts ont entamé ce matin une formation dans ce sens. La session est axée sur la maîtrise du système fiscal guinéen et l'éthique de l'agent public. Mamadou Saliouba commente les images de Isiaga Kamara. Investi de la lourde mission de mobilisation des recettes fiscales, ces cadres de la Direction générale des impôts améliore les compétences pour plus d'efficacité dans le travail. Pour cette session, ils approfondissent les connaissances sur le système d'administration fiscale. Les thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui sont d'une importance capitale. D'une part, la maîtrise de sa FIG 2. Notre outil de travail collaboratif est essentiel pour fluidifier nos échanges, améliorer la traçabilité de nos actions et garantir une gestion fiscale plus transparente et efficiente. Dans un contexte où la digitalisation est un levier incontournable de la modernisation, sous l'impulsion des autorités du CNRD, la modernisation de l'administration fiscale se matérialise progressivement. Les cadres de la Direction générale renforcent les compétences sur l'éthique de l'agent public et l'utilisation des outils collaboratifs. Je pense que c'est une prise de conscience générale de l'ensemble des cadres qui est absolument utile dans le cadre d'une amélioration, je dirais, des modes de fonctionnement, du rapport à l'usager et du respect des règles qu'on doit observer. La DGI doit être sur toute l'étendue du territoire. Et par conséquent, l'accès par un outil web permet de régler cette fracture numérique. Forcément, c'est l'utilisation de l'outil et bien évidemment avec un impact
direct, c'est l'amélioration de la performance. La qualification du personnel des impôts est l'engagement de la direction générale de l'institution en charge du recouvrement des recettes fiscales. Une nouvelle dynamique pour améliorer les performances du personnel des impôts. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'Union des cadres pour la paix de Farana qui multiplie des actions de soutien aux idéaux du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Elle vient d'assainir les grandes artères de la préfecture. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran et une activité sportive sont également initiées pour promouvoir le vivre ensemble dans la cité. Ibrahim Fofana et Silati Kourouma sont nos correspondants sur place. À Farana, c'est l'Union des administrateurs régionaux et préfectoraux qui apporte à son tour son soutien à la politique de refondation du général président Mamadi Doumbouya. À travers des actions civiques, cette union entend contribuer à la propriété de la ville de Farana. À cette occasion, elle offre à la mairie des équipements destinés à l'assainissement. Penser à l'assainissement dans une zone donnée, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, si les fils aujourd'hui se réunissent avec les cadres pour penser à ce genre d'initiative, vraiment cette initiative est à saluer. L'objectif vise à rendre ce matin Farana une ville propre et après l'assainissement et faire le don des équipements d'assainissement à la délégation spéciale de Farana pour pérenniser ses acquis et continuer également à reconnaître les acquis du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. De là, ces responsables locaux se sont retrouvés à la mosquée et à l'église de la ville de Farana. Ces leaders des deux confessions religieuses ont fait des prières et bénédictions pour la paix et la cohésion en Guinée. Nous sommes à la grande mosquée pour la prière. Les imams ont prié pour les Guinéens dans l'ensemble. Ils ont prié pour les autorités et particulièrement le gouvernement et son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'armée. Depuis son arrivée à la tête du pays, ses réalisations sont satisfaisantes. Nous avons lu le Coran 3 fois en faveur du président Mamadi Doumbouya. La cérémonie a été aussi marquée par une série d'événements sportifs. Ce match de basketball a opposé la nouvelle génération des jeunes à l'ancienne. Ensuite, des matchs de football ont mis aux prises l'équipe des administrateurs à celle de la presse. Mais aussi l'équipe des militaires a été opposée aux conducteurs de mototaxi. Un moment propice pour ces acteurs de renforcer davantage la cohabitation pacifique à Farana. Et nous allons parler maintenant de la préservation de la biodiversité. Un atelier national se tient à Conakry dans le cadre du projet BioDev 2030. C'est une initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature financée par l'Agence française de développement. L'objectif est d'évaluer l'impact sur la biodiversité des pratiques productives dans l'agriculture, les mines ou encore dans la foresterie. Sona Sagnon. Cette rencontre rassemble des représentants des institutions publiques, de la société civile et des partenaires au développement. Ensemble, ils travaillent à identifier des solutions concrètes pour mieux intégrer la biodiversité dans les stratégies économiques nationales. Ces deux sessions de dialogue marquent vraiment une étape importante de la mise en œuvre du projet. Et partant de là, des recommandations seront faites au gouvernement, à l'État guinéen, pour essayer de voir comment engager des réformes un peu profondes au niveau des politiques de ces trois secteurs. Ce projet va contribuer non seulement à instaurer le dialogue entre les différents secteurs ministériels impliqués dans la préservation de la biodiversité, mais va nous apporter d'autres sources de financement afin de mieux préserver les biodiversités qui sont aujourd'hui très menacées. L'agriculture intensive, l'exploitation minière et la déforestation sont parmi les principales menaces pesant sur les écosystèmes guinéens. Cette rencontre vise donc à repenser les politiques publiques pour réduire ces impacts négatifs. Nous faisons beaucoup d'efforts sur le terrain par rapport à la biodiversité en favorisant l'adoption et les pratiques productives. On est des planteurs, notre activité, tout ce qu'on fait a un impact, joue
sur tous les aspects liés à l'environnement. C'est pourquoi nous sommes intéressés. L'initiative encourage des pratiques plus durables, conciliant développement économique et préservation des écosystèmes. Nous sommes convaincus que la collaboration entre le gouvernement guinéen, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les organisations socio-professionnelles, les communautés locales et les partenaires internationaux est la clé du succès de ce projet. Les conclusions de ce dialogue contribueront à orienter les politiques nationales pour un avenir plus respectueux de la biodiversité. Au même moment, dans la région administrative de Kankan, les acteurs renouvellent leur engagement à intensifier la lutte contre la dégradation de l'environnement. Les outils de surveillance des maladies de la faune sauvage sont révisités pour lancer une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des communautés. Un programme du ministère de l'Environnement mis en œuvre par la Direction générale du Corps des conservateurs de la nature. Diamokaba. À Kankan, pas de repos pour préserver la biodiversité. La remise à niveau pour agir à tout moment et une stratégie de lutte contre les caprices du climat. Un manuel de référence est ouvert pour saisir les grands chapitres de cet outil de surveillance des maladies de la faune sauvage. Les échanges regroupent les cadres institutionnels venus des préfectures de la savane guinéenne. C'est d'apprendre le cadre institutionnel, le manuel de faune sauvage. Et deuxièmement aussi, apprendre aussi le cadre, le manuel de surveillance des maladies zoonotiques et les notions de la biodiversité. Pour atteindre ces objectifs, les acteurs s'engagent à intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des communautés locales. Une nouvelle approche participative pour prévenir la propagation des maladies et protéger l'écosystème. Nous allons essayer de faire la même restitution au niveau de nos collègues, appuyés dans le cadre du système épidémiologique afin d'éviter des éventuelles épidémies. L'initiative là, c'était bien, c'est très bien. Ça peut nous permettre vraiment de nous protéger contre les maladies contagieuses, les maladies entre l'homme et l'animal. Ça peut nous aider aussi à faire des sensibilisations auprès de la communauté. Le programme est porté par la Direction générale du Corps des conservateurs de la nature, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sur le terrain, le suivi rigoureux de la démarche et la mobilisation continue, une alternative souhaitée pour un environnement sain et propre, profitable à l'homme. Merci à Diamokaba pour toutes ces explications. Et puis, il y a quelques jours, un protocole sur les prix des denrées de première nécessité était signé entre le gouvernement, les douanes et la Chambre de commerce. L'heure est à la sensibilisation des acteurs impliqués dans le respect des prix consignés dans cet accord. Et déjà, l'équipe de suivi sur le terrain a procédé à la fermeture de certains magasins pour non-respect de ces prix. Abdul Karim Kamara. Ce groupe d'hommes sillonne les magasins pour s'assurer du respect des prix consensus sur les denrées de première nécessité. Ici à Matam, dans ce magasin, après avoir vérifié les reçus de vente, il est constaté que ce grossiste n'observe pas l'esprit du protocole. Au lieu de vendre le sac de riz à 285 000 francs, prix grossiste dans le Grand Conakry, il le vend à 290 000 francs. Dans la foulée, l'on décide de fermer son magasin. Si nous laissons fermer les yeux sur cet état de fait, cela veut dire que le détaillant qui va prendre à ce prix va vendre plus. C'est clair pour tout le monde. Tout ce qui va faillir à cet état de fait, nous allons fermer et la personne va répondre devant la loi. Cette croisade est menée par la Chambre de commerce et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. La démarche vise à rappeler aux acteurs du protocole de savoir raison garder dans l'intérêt du consommateur. Aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser pour que les grossistes, les détaillants, les importateurs puissent effectivement comprendre le contenu du protocole. Parce que nous devons être très rigoureux dans le suivi strict de ces prix qui ont été déjà plafonnés. Dans le cadre de la même sensibilisation, ces prix importateurs, distributeurs et détaillants seront affichés dans tous les marchés du pays. Partout où les magasins seront fermés, des sanctions seront prises à l'encontre des contrevenants.
Un mot à présent sur le 8 mars. Vous savez, c'est la fête internationale des droits des femmes. À quelques heures de la célébration, la ministre de la promotion féminine rend visite au groupement féminin et aux femmes entrepreneurs. Charlotte Daffé veut ainsi encourager le combat quotidien que ces femmes mènent pour leur pleine autonomisation. C'est une immersion suivie par Mohamed De Camara. Nous sommes sur la plaine de Sonfonia. Elle est située à quelques encablures de l'université Général Lansana Conté. Le site s'étend sur une superficie de 24 hectares. Ici, ces femmes font plusieurs activités agricoles. Pour mieux comprendre le quotidien de ces 56 groupements féminins évoluant dans cette plaine, la ministre en charge de la promotion féminine arrive sur le terrain. C'est vraiment pour montrer la bravoure des femmes. Ces femmes de Sonfonia, si elles sont accompagnées, elles ont la formation qu'il faut, elles ont les équipements qu'il faut, elles sont capables d'approvisionner tous les marchés de Conakry. Je vais faire un clin d'œil à mon collègue ministre de l'Agriculture pour qu'elle puisse regarder un peu ces femmes. On effectuera certainement ensemble une visite de terrain pour venir voir l'étendue des besoins. Ces femmes sont animées d'une ambition, celle d'approvisionner les marchés de Conakry en légumes et en produits maraîchers. Nous sommes au nombre de 600 femmes qui travaillent la terre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Par exemple, l'année dernière, les champs ont été inondés, ce qui a joué sur nos récoltes. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide pour engranger plus de résultats. Cette visite de terrain a également permis à la ministre Charlotte Daffé de se rendre dans les locaux de Firsi, cette entreprise tenue par une femme est spécialisée dans la valorisation du textile guinéen. La valeur ajoutée de cette visite, c'est d'abord qu'elle a rempli ses engagements vis-à-vis de nous. Mais nous autres entrepreneurs qui avons eu ce privilège d'être sélectionnés par le département pour être les championnes, nous devons aussi de disséminer l'esprit qui l'a animé pour aller tirer les femmes rurales, les femmes qui sont victimes de violences du fait qu'elles n'ont pas de revenus, pour qu'on les mette aussi sur la scène. D'ici quelques années, on va réduire la masse de femmes pauvres. Cette démarche de la ministre en charge de la promotion féminine consiste à encourager les femmes des groupements agricoles et celles qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Toutes choses qui pourraient les motiver à persévérer dans leur activité génératrice de revenus. Le mois de mars, c'est aussi le mois de pénitence et de prière pour les fidèles musulmans et chrétiens. Le Ramadan et le Carême sont cette année encore des moments de grande générosité à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum comme à la grande mosquée Faisal. Des ruptures collectives sont organisées. L'association La Solidarité Ramadan Guinée porte cette initiative soutenue par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Abakar Diaby. À l'image des précédentes années, le carême chrétien et le ramadan musulman se déroulent cette année au même moment pour ainsi consolider la fraternité entre les pratiquants de ces deux religions. L'association La Solidarité Ramadan Guinée poursuit ses œuvres de charité sur le terrain. Première étape, cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Ici, les fidèles chrétiens bénéficient de ce geste de charité de la part de ces philanthropes issus de la diaspora guinéenne. La solidarité Ramadan Guinée et surtout pour la Guinée qu'il y ait la paix et la quiétude. Nous remercions très sincèrement le président de la République parce que franchement là il ne fait aucune différence entre les religions. De là, nous voici à la grande mosquée Faisal qui constitue la deuxième étape. Il est exactement 19h15, l'heure indiquée pour la rupture du jeûne. Sous ce chapiteau, le service est libre. C'est un moment de joie, un moment de pur bonheur pour célébrer Dieu. Et nous le célébrons avec tout le monde. Nous avons été à la cathédrale et ça s'est très bien passé. La Guinée est une famille et que nous devons nous donner la main. En fait, ce que nous avons initié ici, ça doit continuer. C'est pour encourager les filles et les fils de la Guinée à faire comme nous. Se dire que chacun peut faire quelque chose. Cette initiative, portée par le gouvernement guinéen, vise à consolider les bases fondamentales de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre tous les fils et filles du pays,
comme le souhaite le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Ce geste hautement apprécié par les fidèles musulmans et chrétiens de la République de Guinée à travers les dirigeants au niveau de Conakry. Comme vous le constatez, c'est une première en République de Guinée qu'une telle rupture soit organisée à l'attention à la fois des musulmans mais des chrétiens. C'est une rupture collective organisée à l'intention des chrétiens et les musulmans du pays. Elle est bien perçue et encouragée par les autorités de la transition en vue de soulager les personnes vulnérables en manque de moyens financiers pour se procurer de quoi en manger. La structure Nana Guinée International, sous la direction de son PDG, Sekouba Kamara, a également offert des vivres à la communauté musulmane de Kamsar, une initiative en phase avec la vision du président de la République et qui vise surtout à soulager de nombreuses familles en cette période de jeûne. Les autorités de Kamsar ainsi que les bénéficiaires saluent cet acte de solidarité. Yamokaba. Kamsar, au cœur du mois sacré de Ramadan, un moment de piété et de partage. En cette période où chaque geste de générosité compte, un soutien de taille vient soulager de nombreuses familles. 7 tonnes de riz et 20 cartons de sucre ont été offerts au nom du chef de l'État à la communauté musulmane de la sous-préfecture de Kamsar. Cet acte de solidarité est l'initiative de Nana Guinée International sous la direction de son PDG, Sekouba Kamara. La société Nana Guinée International, à travers son PDG, M. Kamara Sekouba, fortement impliqué dans l'accomplissement des actions du chef de l'État, fait un important don de vivres composé de riz et de sucre à toute la communauté musulmane de la sous-préfecture de Kamsar. Parmi les bénéficiaires, des groupements de femmes, des associations de jeunes et des représentants des comités de développement rural. Tous saluent cet acte d'une grande portée sociale. Nous prions Dieu qu'il assiste Sekouba Kamara pour son épanouissement. Ce don composé de riz et de sucre est bénéfique pour les femmes de Kamsar ici présentes. C'est un honneur et une grande satisfaction pour moi aussi d'assister à la cérémonie de donation des denrées alimentaires au bénéfice des groupements et associations de femmes de Kamsar en ce mois béni de Ramadan. Dans la coordination sous-préfectorale pour le soutien aux acquis du CNRD. Ce geste rappelle que l'entraide et la dévotion sont au cœur des valeurs du mois saint de Ramadan. À l'occasion toujours du mois saint de Ramadan, le Ridi de Kindia a offert de denrées à ses travailleurs, un geste qui devra soulager ces nombreuses familles au moment où les denrées coûtent parfois cher sur le marché de consommation. Djuril Kamara. D'importantes quantités de vivres et de non-vivres pour les enseignants et autres travailleurs du centre El Hadj Abdul Wakil Al-Mali Keita pour la mémorisation du Coran et les études islamiques de Kindia. C'est un don de l'érudit de Kindia pour les soulager en ce mois saint de Ramadan. Vraiment, nous sommes contents. Ce n'est pas la première fois. Il en a l'habitude. Sauf que cette fois-ci, ça dépasse les autres. Il nous a honorés, il nous a conseillé la façon dont on doit se tenir pour avancer. Notre fils et notre sage, El Hadj Abdul Wakil Al-Mali Keita, nous allons le remercier pour tout ce qu'il fait de bon. Que Dieu le récompense. Il a construit des écoles, rénové d'autres. Aujourd'hui, c'est la construction d'une mosquée à Kenendi, une grande mosquée. L'érudit de Kindia a profité de la fermeture du centre pour les petits congés accordés à ses élèves pour remettre ce don aux ayants droit. Et il n'a pas oublié les ouvriers et techniciens qui travaillent dans le chantier de construction de la mosquée qu'il a offerte aux populations de Kenendi dans la commune urbaine de Kindia. Ce que je peux lancer à toute personne, les personnes de bonne volonté, c'est de faire comme ce monsieur qui a de l'estime pour son entourage. Parce que quelque part, Dieu dit, aimer Dieu, c'est d'abord aimer les hommes. Et qui n'aime pas ses créatures ne saurait aimer le Créateur. Il fait ça pour qui? Pour les hommes. S'il ne le fait pas pour les hommes, il fera pour qui? A noter que le groupement de femmes qui étudie dans ce centre a bénéficié de 50 millions de francs guinéens de la part de l'érudit de Kindia. Et
notre grand format de ce soir nous amène dans les périmètres aménagés des communes rurales de Benti et de Kakossa dans la préfecture de Forêt-Karia. Là-bas, vous allez le constater, des innovations sont prévues dans l'approche d'aménagement du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove, et ce, conformément aux orientations des États généraux de l'agriculture et de l'élevage. Déjà, plus de 2000 hectares sont aménagés pour la maîtrise de l'eau afin d'améliorer les rendements du riz de mangrove. Fodé Camara et Sekou Sissoko. Les préparatifs de la campagne agricole 2025 vont bon train. D'ores et déjà à Forêt-Karia, de Benti à Kakossa, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est sur le front de mer. Dans cet écosystème très capricieux, Félix Lama vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement pour booster le système d'activité risicole en territoire de mangrove. L'avantage du riz des mangroves, c'est que c'est du riz bio, puisque nous n'utilisons pas de l'engrais ni des fertilisants. C'est l'eau de mer qui fait tout le travail de fertilisation de la terre. Et c'est pourquoi c'est important de continuer à développer ce potentiel que nous avons à Benti et à Kakossa. Et très prochainement également, nous allons lancer les études pour la plaine de Monchon et d'autres qui existent aussi un peu partout en Basse-Côte, puisque nous avons 300 km de côte et c'est une opportunité que nous pouvons saisir. Ça et là, comme ici à Benti, de Bouramaya à Katouruma, en passant par Kaleire, le regard du visiteur est attiré par les premières empreintes de ce chantier de maîtrise de l'eau. Des digroutes, des vannes, des ceintures de protection et autres ouvrages vont réguler les remontées salines en zone de mangrove. Depuis 1800, la digue qu'on a vue aujourd'hui à Benti, on ne l'a jamais vue. Une digue avec un respect en forme, un respect en ligne, un respect en teneur, avec une protection d'une superficie qui dépasse 600 hectares. Et j'ose vous dire que malgré la montée saline de cette année à Benti, le plus pauvre paysan a récolté 1,5 par hectare au de 600 hectares. Donc nous sommes partis, mais il y a une variation. Nous quittons de 800 kg à l'hectare pour maintenant 1,500 jusqu'à 2 tonnes à l'hectare. Grâce à vous, monsieur le ministre, grâce au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. En matière d'aménagement, pour sortir de l'éternel recommencement, l'unité de coordination du projet d'appui au système d'activité risicole expérimente des innovations. En territoire de mangrove, des mécanismes d'élévation, des digues de protection sont envisagés en amont et en aval, avec une implication plus accrue des producteurs bénéficiaires. On a vu des ouvrages réalisés par le PDRK, aujourd'hui qui ne sont plus fonctionnels, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tenu compte du drainage, de la communication hydraulique entre l'amont et l'aval. Aujourd'hui, nous avons réalisé des ouvrages en les enfonçant pour permettre vraiment le drainage. Avec la construction de ces ouvrages, on parvient à drainer rapidement l'eau et l'ouvrage qui est construit est muni de vannes à clapet en polyester. Là, c'est une innovation dans le cadre de ce projet parce que ce polyester, il n'est pas oxydable, il n'est pas menacé par l'eau de mer et il résiste totalement vraiment à l'eau de mer. Avec un potentiel de plus de 20 000 hectares, soit plus de 10 000 rizicultivables, Kakossa est la principale rizière de la préfecture de Forêt-Karia. Aujourd'hui, à Kakossa, en plus de l'ouverture des drains et de la réalisation des pistes de desserte et des ouvrages de franchissement, l'approche d'aménagement du projet Saritem permet de maîtriser les caprices de la mer. Le cas spécifique de Kakossa, il faut dire que les travaux qui ont été réalisés ici ont permis de sauver l'île de Kakossa. Parce que les inondations ne permettaient plus aux populations, aux insulaires de pouvoir y résider, même de pouvoir se rendre sur l'île. Mais aujourd'hui, avec ces travaux d'aménagement, les populations peuvent lancer un ouf de soulagement et peuvent se rendre tranquillement sur les îles, mais également réaliser des travaux de risicole au niveau de ces mangroves-là. Après avoir aménagé plus de 2000 hectares à Benti et Kakossa, ce projet fleuron de la coopération franco-guinéenne s'apprête à engager une deuxième phase de 30 millions d'euros. Un investissement fruit d'une requête
des autorités du ministère de l'Agriculture auprès de l'Agence française de développement. Merci à Fodé Camara et à Sekou Sissoko pour le grand format de ce soir. Et puis c'est la préfecture de Koya que la fédération Mounafani de Kindia et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont choisi pour célébrer en différé la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Cette journée de rappel a rassemblé les élèves et les citoyens, une occasion pour les initiateurs d'informer et de sensibiliser les participants sur les différentes formes de violences faites aux femmes. Lansana Kamara et Marwan Kamara. Journée internationale tolérance zéro au MGF. C'est la maison des jeunes de la préfecture de Koya qui est choisie par la fédération Mounafani de Kindia et son partenaire UNICEF pour célébrer en différé cette importante journée. Élèves et citoyens de Koya sont mobilisés en ces jours consacrés à l'information et à la sensibilisation sur les formes de VBG. C'est une journée de rappel, une journée de témoignage, mais aussi une journée de reconnaissance des engagements de l'ensemble des organisations de la société civile, voir aussi l'engagement de la politique de l'État. Parce que si vous voyez qu'il y a des différents engagements pris par le gouvernement, y compris le président de la République, allant dans le cadre de l'abandon de cette pratique. Pour nous, cette initiative, ça témoigne l'engagement de l'organisation à travers son partenaire technique et financier, l'UNICEF. Renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin au MGF est le thème de la journée. L'initiative renforce le plaidoyer auprès des décideurs pour le respect et l'application du cadre juridique afin d'éradiquer cette pratique néfaste en Guinée. Nous sommes engagés à lutter fermement contre ce fléau social qui compromet dangereusement la vie sociétale vraiment de nos femmes et des filles dans notre société. Toutes les mesures sont prises par monsieur le préfet pour venir tout juste sensibiliser, informer et communiquer sur les dangers que cela découle. À mon nom, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies à cause de la mutilation. Donc ce projet, ils sont venus aujourd'hui pour nous sensibiliser, pour qu'on puisse prendre des dispositions pour ne plus faire la mutilation génitale. La détermination de la fédération Mounafani de Kindia et ses partenaires comme UNICEF est d'atteindre de meilleurs résultats dans le combat contre toute forme de violence basée sur le genre. Et je le disais également au sommaire de ce journal, le ballet national Djoliba a participé récemment au Festival international du Bénin. À Cotonou, les ambassadeurs de la culture guinéenne ont fait 5 prestations, des prestations au cours desquelles ils ont honoré notre pays. Nos reporters Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba sont allés les accueillir à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Le ballet Djoliba de retour au Bercail après une brillante participation au Festival international du Bénin. Une semaine de festivités qui ont permis à ces artistes de faire valoir leur talent. 5 différentes prestations leur ont permis d'honorer le tricolore national. On a pu jouer tous les spectacles, les 5 spectacles. On a joué, tout le monde était top dans le mouvement. Mais dans ce cas, sur ce, le festival a été bien passé et on était bien accueillis. Sur place, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla, apporte le soutien du gouvernement à ses ambassadeurs de la culture guinéenne. Nous avons donc effectué ce déplacement pour accueillir nos ambassadeurs. Ils sont allés nous représenter valablement. Ils ont fait un travail de titan. Après une telle prouesse, il est normal que l'État soit à leur côté pour leur dire bravo, pour leur dire félicitations. Donc, au nom du chef de l'État, je tiens donc à leur dire mes félicitations pour le travail qui a commencé. Cette tournée n'est qu'un début. Depuis un certain temps, les artistes guinéens de différentes disciplines sont présents à plusieurs rendez-vous internationaux. Un effort sans relâche des autorités pour le retour de la Guinée sur la scène internationale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, c'est Kadia Toukaba qui vous donne à partir de 21h. Moi, je vous retrouve lundi pour